Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer, Inch'Allah, le deuxième chapitre du cours VRD, les travaux de terrassement. Pour cela, on va commencer par une introduction, puis on parle des travaux préliminaires, les fouilles, le calcul des cubatures et les différents engins de terrassement. Donc, les travaux de terrassement ont pour objectif de créer des plateformes sur lesquelles sont édifiées les constructions et les voiries, ainsi que la préparation des excavations de grandes dimensions nécessaires pour les niveaux en sous-sol et les tranchées dans lesquelles sont posées les diverses canalisations. Alors, il est nécessaire de faire une distinction entre deux catégories de terrassements. Les terrassements généraux, également connus sous le nom de terrassements de grande envergure, ont pour principal objectif de préparer des surfaces planes pour la construction de bâtiments et de routes. Ces terrassements sont conçus pour soutenir les infrastructures de grande envergure. Dans le cadre de ces travaux, des engins de chantier spéciaux dotés d'une puissance considérable, tels que les bulldozers, les pelles mécaniques et les niveleuses, sont fréquemment requis. Les terrassements spécifiques aux tranchées, qui sont réalisés pour accueillir des canalisations et des composants des réseaux de voirie et réseaux divers. Les terrassements de ce type se concentrent sur la création des tranchées étroites et en profondeur pour abriter des conduites d'eau, d'égouts, des câbles électriques, etc. Dans le contexte des travaux préliminaires de construction, l'étape de décapage en surface joue un rôle essentiel. Cette phase implique la suppression de la couche superficielle du sol naturel sur une épaisseur spécifique, généralement de l'ordre de 20 à 40 cm, en fonction de la nature du sol du site. L'objectif de décapage est d'assurer l'élimination de tous les débris d'arbres, y compris les racines, les branches et les feuilles, ainsi que de la terre végétale, créant ainsi une surface propre et stable en préparation des travaux de terrassement à venir. C'est quoi une fouille? Une fouille constitue une opération de terrassement qui vise à créer des excavations ou des tranchées dans le sol. Ces fouilles sont entreprises pour accueillir des fondations de bâtiments, des canalisations et des divers réseaux. L'objectif des fouilles est de modeler des cavités de dimensions précises en termes de forme et de profondeur qui servent de socle à la construction ou à l'installation d'infrastructures. Ces excavations sont généralement conçues pour répondre aux exigences techniques et structurelles du projet de construction, tout en respectant les normes de sécurité et les réglementations en vigueur. Différentes catégories de fouilles sont identifiées. Les fouilles en pleine masse. Ces fouilles sont réalisées lorsque la totalité de la zone de fouille est nécessaire pour les travaux de fondation.
Elles s'étendent sur toute l'emprise des structures et visent à atteindre le niveau le plus bas requis. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie comme des puisards peuvent être envisagés au fond de la fouille. Les fouilles en rigole. Ce type de fouille consiste en des tranchées étroites conçues pour accueillir des canalisations ou des semelles de fondation. Les dimensions des fouilles en rigole sont soumises à certaines conditions. Leur largeur, notée L, ne doit pas dépasser 2 mètres et leur profondeur, notée H, ne doit pas dépasser 1 mètre. Les fouilles en tranchée. Similaires aux fouilles en rigole, les fouilles en tranchée sont destinées à recevoir des canalisations ou des fondations, mais elles sont plus profondes que les fouilles en rigole. Elles servent à créer des fondations pour des murs ou à accueillir des canalisations d'assainissement ou d'alimentation en eau. La largeur de ces fouilles est généralement déterminée en prenant en compte des considérations liées aux conditions de travail, à la sécurité des ouvriers, aux propriétés du sol et à la nécessité éventuelle de blindage. Les fouilles en galerie. Il s'agit d'excavations souterraines de grande envergure exécutées en parallèle à l'avancement des travaux. Elles requièrent la mise en place d'étayements et de blindage pour garantir la sécurité des opérations. Les fouilles en galerie peuvent atteindre des dimensions considérables. Leur avantage réside dans la possibilité de faire passer des canalisations sous des voies existantes sans perturber la circulation, ce qui les rend particulièrement adaptés au projet nécessite des travaux souterrains tout en mentionnant la fluidité du trafic en surface. Les fouilles en excavation superficielle. Ce terme est employé lorsque la largeur de la fouille dépasse 2 mètres, toutefois sa profondeur demeure inférieure à la moitié de sa largeur. L'exécution des fouilles comprend plusieurs phases et techniques qui sont contributaires de divers facteurs. Le piquetage de la zone, l'emprise du terrassement, c'est-à-dire on prend en compte les talus, les pentes et les surlargeurs nécessaires en fond de fouille et au niveau du terrain naturel. La nature de la fouille, c'est-à-dire que la méthode d'exécution d'une fouille dépend de sa nature. Les fouilles en pleine masse, en rigole, en tranchée ou pour la création d'une voie présentent des méthodes d'exécution spécifiques. La nature du sol et les moyens mis en œuvre, tels que les ressources et les équipements disponibles, déterminant la manière dont les travaux de fouille sont effectués. La présence d'eau ou de nappes phréatiques. Si de l'eau est présente dans le sol ou s'il y a une nappe phréatique. Des techniques de pompage, de drainage ou de protection spéciale peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs et la stabilité de la fouille. Le blindage des fouilles englobe une variété de méthodes et de structures visant à renforcer et à sécuriser les parois des excavations,
réduisant ainsi le risque d'affaissement du sol. Le talutage est une méthode qui vise à créer des pentes ou des talus le long des parois des excavations. L'angle d'inclinaison du talutage peut varier en fonction de la nature du sol et d'autres facteurs géotechniques. Il n'existe pas d'angle universellement applicable, car la cohésion du sol, la densité, la pente naturelle du terrain et d'autres variables entrent en jeu pour déterminer l'inclinaison appropriée. Les pentes de talus admises généralement dans les projets sont, pour un terrain peu stable, un rapport de une unité de base pour une unité de hauteur, 1/1, est toléré. Dans les terrains stables, les talus peuvent avoir un rapport de 2 unités de base pour une unité de hauteur, 2/1. Pour les terrains très stables et compacts, un rapport de 3 unités de base pour une unité de hauteur, 3/1, est autorisé. La méthode de la paroi coulée implique la mise en place d'une structure en treillis soudée, ancrée dans le sol à intervalles réguliers en fonction de la hauteur du talus, suivie d'une application du béton projeté pour renforcer les parois de la fouille. La méthode du platelage, qu'il soit jointif, c'est-à-dire entièrement connecté, ou non jointif, c'est-à-dire avec des espaces entre les panneaux, nécessite la mise en place de raidisseurs et d'étais bloqués en pied par des boutons. Cette approche crée une structure horizontale de soutien qui prévient l'affaissement des parois de la fouille. Une paroi moulée, qu'elle soit préfabriquée ou coulée sur place, est employée pour renforcer les parois de la fouille. Elle est maintenue en place à l'aide des tirants, garantissant ainsi la stabilité des parois. Les parois berlinoises. Cette méthode consiste à renforcer des pieux en béton ou des profilés métalliques dans le sol pour créer une structure de soutien. Les espaces entre les pieux sont comblés à l'aide de panneaux préfabriqués en béton ou de madriers, et le tout est maintenu en place grâce à des tirants. Rideau de pale-plancher métallique. Il s'agit d'un rideau composé de profilés métalliques et enfoncé ou ancré dans le sol et maintenu en place par des profilés horizontaux en tête. Cette technique est fréquemment mise en œuvre en utilisant des méthodes comme le vibrofonçage ou le forçage à l'aide d'une presse hydraulique, ce qui permet d'éliminer les vibrations indésirables. Les mouvements de terre, comprenant à la fois le déblai et le remblai, jouent un rôle fondamental dans la phase de préparation du terrain lors du projet de construction. Ces opérations de modification des caractéristiques du sol sont essentielles pour adapter le terrain naturel aux besoins spécifiques du projet. Le déblai consiste à extraire des matériaux du sol existant pour créer des fosses de niveau inférieur ou pour éliminer des obstacles naturels. À l'inverse, le remblai implique l'ajout de matériaux tels que terre, gravier ou agrégats pour surélever des zones ou pour niveler le terrain. La courbature désigne
le volume des matériaux tels que la terre, la roche ou d'autres substances déplacées ou dégagées lors des activités de fouille ou de remblai. Le calcul de la courbature revêt une importance fondamentale pour évaluer la quantité de matériaux à déplacer ou ajouter lors de la préparation d'un site de construction ou d'un projet de terrassement. Plusieurs méthodes de calcul de la courbature sont disponibles pour les fouilles. Le choix dépend de la précision requise, de la complexité du site, de l'accessibilité aux données topographiques et des outils disponibles. Parmi ces méthodes, on peut citer la méthode des sections, qui implique la division de la zone de fouille en tranchées transversales, généralement à des intervalles égaux. On mesure ensuite les dimensions de chaque tranche, inclut sa largeur et sa profondeur, puis on calcule le volume de chaque tranche individuellement en utilisant des formules géométriques. Enfin, la somme des volumes de toutes les tranches permet d'obtenir la courbature totale. La méthode des courbes de niveau. Cette méthode consiste à utiliser les courbes de niveau pour représenter les changements d'élévation du terrain. En calculant la superficie entre les courbes de niveau dans la zone de la fouille, on peut estimer donc la courbature. Néanmoins, il convient de noter que cette méthode est moins précise que d'autres et est généralement employée pour des évaluations initiales. La méthode des aires moyennes consiste à évaluer les volumes en prenant la moyenne des aires des sections transversales prélevées à des intervalles réguliers le long d'une excavation. Elle est fréquemment utilisée pour calculer les volumes de terrassement, des fouilles, de remblais et d'autres matériaux de construction dans des projets tels que la construction des routes, de tranchées pour les réseaux et des canalisations ou d'autres travaux similaires. Le phénomène de foisonnement. Le foisonnement se manifeste par une expansion de volume qui se produit lorsqu'un processus de terrassement ou d'excavation est entrepris pour extraire des matériaux du sol. Le volume initial du sol en place, V0, s'avère inférieur au volume obtenu après l'excavation, que l'on désigne sous le terme de volume foisonné, VF. Cette augmentation du volume entre V0 et VF résulte de la formation de vides partiels consécutifs à la décomposition des matériaux. L'ampleur de cette augmentation de volume peut fluctuer et dépend de divers facteurs externes, tels que le niveau d'humidité du sol. En général, l'accroissement de volume, calculé en fonction du matériau excavé, peut osciller entre 10 et 40% par rapport au volume initial en place. Les engins de terrassement. Ce sont des équipements spécialisés utilisés pour effectuer diverses opérations de creusement, d'excavation, de nivellement, de compactage et d'autres tâches liées à la préparation des terrains et des infrastructures. On distingue donc trois catégories: les engins d'excavation, les engins de nivellement et les engins de compactage. Il existe d'autres équipements de terrassement tels que les camions-bennes qui sont utilisés pour le transport des matériaux excavés, les grues de terrassement, etc.
Je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aborder le troisième chapitre qui porte sur les travaux de voirie. À bientôt. Salam.